Bonjour, ok. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de la différence entre un élément et un composé. Et là, on va explorer un peu plus les composés. On va expliquer c'est quoi un lien chimique, justement, qu'est-ce qui les rend liés chimiquement pour pouvoir former un composé, et quels sont les différents types de composés. Puis, il y a deux types de composés principaux que vous allez apprendre cette année et en beaucoup plus de détails l'année prochaine. Donc, un petit rappel que un composé, c'est quand on prend deux ou plusieurs différents atomes et on les met ensemble. Donc, le mot-clé ici, différentes. Donc, les atomes doivent être différents. Donc, l'eau, c'est deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Le sel, c'est un atome de sodium lié à un atome de chlore. Ils sont liés ensemble, ils ne sont pas individuels et on ne peut pas les séparer sans changer la matière. Si je sépare l'oxygène de l'hydrogène, ce n'est plus l'eau. Je ne peux pas les séparer sans que ce soit plus la même chose. Si je sépare le sodium du chlore, ce n'est plus le sel. C'est quelque chose de complètement différent. C'est juste le sodium et c'est le chlore. Euh, donc ça c'est un composé. Un mélange, je peux le séparer après. Un composé, je ne peux pas le séparer sans le changer. Donc, c'est quoi cette liaison chimique qui crée un composé entre deux atomes? Une liaison existe quand deux atomes transfèrent ou partagent leurs électrons. Puis ce transfert ou partage crée une force d'attraction qui garde les atomes ensemble. Puis dépendamment de si c'est transféré ou partagé, c'est un différent type de liaison et donc un différent type de composé. Donc si les électrons sont transférés, on l'appelle une liaison et donc une composé ionique. Si les électrons sont pas transférés mais partagés, on l'appelle une liaison covalente et un composé moléculaire. On va voir ça un peu plus tard. Donc, il faut identifier, quand on parle des composés, si les électrons ont été transférés ou s'ils ont été partagés. Puis c'est ça qu'on va faire dans les quelques prochaines diapos. Puis un petit rappel que j'ai mentionné dans le dernier module, le concept des électrons de valence. Puis ça c'est important parce que c'est seulement les électrons de valence qui sont capables d'être transférés ou partagés. Okay, les électrons qui sont dans les couches intérieures ne peuvent pas participer à ces liaisons. C'est juste les électrons de valence qui peuvent les faire. Alors, la première type de composé qu'on va explorer, c'est les composés ioniques, qui sont, comme j'ai dit, formés à partir de liaisons ioniques, qui sont un transfert d'électrons d'un atome à un autre atome. Pourquoi est-ce qu'un atome va vouloir transférer ses électrons à un autre atome? Ben, rappelez-vous qu'on a parlé des électrons de valence. Puis les couches de valence, c'est les couches extérieures. Ben, les électrons, les électrons veulent avoir une couche remplie. C'est leur objectif dans la vie, d'avoir une couche remplie. Ils ont un besoin de ça. Parce que sans une couche remplie, c'est comme il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Et ils vont juste aller chercher des couches, des électrons pour pouvoir remplir leur couche. Donc, c'est pour ça, premièrement, que les gaz inertes ne sont pas réactifs. Parce que les gaz inertes, comme l'hélium, le néon, l'argon, leur dernière couche, leur couche de valence, est déjà remplie. Donc, ils ne sont pas réactifs parce qu'ils n'ont aucun besoin d'aller chercher des électrons à quelque part d'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très très stables déjà. Ils vont rien réagir avec d'autres choses. Par contre, tous les autres atomes, sauf les gaz inertes,
ont des couches de valence qui ne sont pas remplies. Ils vont donc aller essayer de remplir leur dernière couche. Puis il y a deux façons de te retrouver avec une couche remplie. Un, c'est d'aller chercher les électrons. Donc, prenons l'exemple du flore. Le flore a deux couches. Une première couche qui contient 2 électrons et une deuxième couche qui contient 7 électrons. Okay? Ça, c'est le flore. Le flore a besoin de juste un électron pour remplir son couche. Il manque un électron juste là. Puis si seulement le flore pourrait aller trouver cet électron, il serait si content, ce serait comme avoir gagné la loterie. Donc le flore, c'est pour cette raison que le flore et tous les éléments, tous les halogènes, les éléments du groupe 17, sont très réactifs parce qu'ils ont juste besoin de cet un électron qu'ils doivent aller chercher quelque part et dès qu'ils le trouvent, ils vont être super contents. Donc c'est pour ça qu'ils sont très réactifs. Donc c'est pour ça que le flore va essayer de gagner un électron. Maintenant, où chercher un électron? Prenons comme exemple le lithium. Le lithium, puis là je dessine pas les protons et les neutrons, je dessine juste les symboles dans le noyau. Donc le cercle rouge c'est le noyau. Le lithium a une couche, une première couche remplie, et a une deuxième couche, une couche de valence, qui a juste un électron. Donc le lithium, son objectif c'est d'avoir une couche de valence remplie. Le lithium a deux options ici. Option 1, c'est qu'il peut essayer d'aller trouver 7 électrons. Parce que la deuxième couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. Donc, il peut aller chercher cet électron, mais tu sais quoi, aller chercher cet électron, ça va lui prendre du temps, puis de l'énergie, puis c'est vraiment pas très efficace. Les atomes sont efficaces, c'est vraiment sont des modèles d'efficacité. Donc, au lieu d'aller trouver cet électron, c'est bien plus facile pour le lithium de donner son électron au flore. Parce que quand le lithium donne son électron au flore, son couche de valence, là, son deuxième couche de valence, va être vide et va disparaître. Mais pas disparaître, mais ce sera vide. Et maintenant, son couche de valence devient son couche interne qui est remplie. Puis le lithium va être content en masse. Il y a maintenant une couche de valence remplie. Donc tout le monde est content ici. Le flore est content parce qu'il a reçu un électron pour remplir sa couche de valence. Le lithium est content parce que lui il a maintenant une couche de valence remplie. Parce qu'il n'y a pas d'électron dans son couche extérieure, dans la plus grande. Donc les deux sont contents. Et il y a maintenant une liaison ionique entre le lithium et le flore pour les garder ensemble. C'est le transfert d'un électron du lithium au flore. Donc, le lithium, lui, on l'appelle le cation parce qu'il a perdu un électron. Et le fait qu'il a perdu un électron veut dire qu'il est maintenant chargé positivement. Parce que rappelle, le montant de protons n'a pas changé. Dans son noyau, il a encore 3 protons, mais il a maintenant juste 2 électrons. Il a plus de protons que d'électrons. Il a plus de charge positive que de négative. Donc il a 3 protons et maintenant seulement 2 électrons. Donc il a un charge positive de plus. Il est chargé positivement, on l'appelle un cation. Le flore, lui, on l'appelle l'anion. Parce qu'il a maintenant un électron de plus qu'avant, il a une charge négative de plus qu'avant. Rappelle que le flore a 9 protons. Le numéro de protons ne change pas.
Mais si on compte, il a maintenant 10. Oups. Ok, on va faire ça en bleu. Il a maintenant 10 électrons. Donc, il a un électron de surplus et il est maintenant chargé négativement parce qu'il a plus de négatifs que de positifs. Donc, le lithium et le fluor, une fois qu'ils sont dans un composé ionique, les deux, le cation et l'anion, on s'appelle tous les deux des ions. Un ion est un atome qui a une charge soit positive ou négative. Donc, voici un autre exemple d'un composé ionique, c'est le chlorure de sodium ou le sel de table. Un atome de sodium, un atome de sodium qui a un électron dans sa troisième couche veut s'en débarrasser de cet électron-là pour enlever cette couche et que son couche de valence soit remplie, son deuxième couche. Donc, il va donner cet électron au chlore, qui, comme le fluor, a juste besoin d'un électron pour remplir sa couche de valence. Donc, maintenant, le sodium est content, son couche de valence est remplie, il a une charge de plus 1, et on le nomme un cation. Le chlore est content, il a un électron de plus qu'avant, il a maintenant une charge de moins 1, et on l'appelle un anion. Ici, plus 1 et moins 1, ce sont des charges ioniques. Rappelez-vous que quand on a parlé du tableau périodique, on avait vu que dans les cases du tableau périodique, il y a des charges ioniques. Si vous regardez aux cases pour sodium, la boîte de sodium sur le tableau périodique, ça dit Na, sodium, on a 11 en haut, et on a un 22, un 23 en bas, et dans le coin en haut, à droite, on a un plus. Et ça, c'est la charge ionique. Parce que le sodium va toujours former un cation avec une charge de plus 1. Plus 1 en voulant dire qu'il a un proton de plus que le nombre d'électrons. Un charge de moins 1 veut dire qu'il a un électron de plus que le nombre de protons. Tu vas voir qu'il y a d'autres éléments qui ont des charges de plus 2, plus 3, moins 2, moins 3. On peut transférer plus qu'un ou un électron si nécessaire. Donc, tu peux avoir une charge de plus 2, qui veut dire qu'il y a 2 protons de plus qu'il y a d'électrons. Ça, c'est d'où vient la charge ionique. Donc, les composés ioniques vont presque toujours être formés à partir d'un métal qui va être le cation. Parce que les métals ont des couches qui sont peu remplies et les métals vont vouloir s'en débarrasser des électrons. Et les métals vont se joindre à un non-métal qui va être l'anion. Parce que les non-métals ont des couches qui sont généralement presque remplies et les non-métals veulent des électrons. Donc, toujours les métals vont généralement être positifs et les anions, les non-métals vont être nos négatifs, nos anions, nos cations. Puis, à la fin de la journée, les composés ioniques sont presque toujours des solides parce qu'ils sont très fortement liés ensemble. Ces liaisons ioniques sont très fortes et très difficiles à briser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas un atome et un atome qui se mettent ensemble, mais une grande collection d'atomes qui échangent des électrons. Et le résultat, par exemple, pour le chlorure de sodium, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle une matrice. Une matrice. Tu vas avoir une grande collection de chlorure et de sodium qui ont fait un transfert d'électrons. Et si c'est 1 pour 1, tu vas avoir un rapport de 1 pour 1 entre le chlorure et le sodium. Ça, on va le voir un peu plus en détail dans le cours de 10e.
Mais je veux juste mentionner qu'un grand nombre de composés ioniques peuvent être dissous dans l'eau. Parce que quand, par exemple, tu prends le chlorure de sodium puis tu le dissous dans l'eau, donc si tu prends le NaCl et tu le dissous dans l'eau, on a notre bécher ici qui contient de l'eau. Quand tu mets ton chlorure de sodium là-dedans, les ions vont se séparer. Et tu vas avoir des... Ça, c'est vraiment pas bien construit. Tu vas avoir des ions positifs et des ions négatifs qui vont se séparer. Et les électrons vont pouvoir sauter d'un ion à un autre. Et c'est pour ça que l'eau, une fois qu'il a des ions là-dedans, dissous là-dedans, va devenir conductrice. Mais que l'eau pure, sans ces ions, est en fait isolant. Ok, so on a vu des composés ioniques. Les composés moléculaires sont un partage d'électrons. Et quand on partage les électrons, on appelle ça des liaisons covalentes. Et les composés moléculaires sont couramment appelés les molécules. Okay, a molecule. So, si vous entendez le mot molécule, c'est des composés où il y a un partage d'électrons. Le sel, par exemple, tu ne peux pas avoir une molécule de sel, parce que le sel est un composé ionique et un transfert d'électrons. Les composés moléculaires sont des molécules, parce que les composés moléculaires ne sont pas des grandes matrices. C'est des collections individuelles d'atomes. Donc, par exemple, l'eau est une molécule. Dans l'eau, on a un atome d'hydrogène. Disons, on a notre noyau et on va dessiner notre diagramme Bohr-Rutherford. L'hydrogène a un électron. On a un deuxième atome. Regardez les mêmes couleurs. Deuxième atome d'hydrogène avec un électron de valence. Et là, nous avons l'oxygène. Donc, ça, c'est mon noyau d'oxygène qui a... J'ai eu la difficulté à changer de couleur. Désolé, donne-moi une seconde. Un premier couche. C'est quoi? On va recommencer ça. On va faire ça en bas ici. Donc, j'ai l'oxygène, un noyau d'oxygène. J'ai une première couche qui contient 2 électrons et j'ai une deuxième couche qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Donc ici, l'oxygène a besoin de 2 électrons pour remplir sa couche de valence. Il veut des électrons. L'hydrogène a 1 électron. Il a besoin de 1 électron. L'hydrogène ne peut pas perdre son électron. Non, ça c'est pas vrai. L'hydrogène peut perdre son électron. Mais ici, l'hydrogène va seulement, comme il ne veut pas vraiment perdre son électron, l'hydrogène préfère généralement prendre un autre électron que de perdre son électron. Il peut le perdre, mais ça va prendre quelque chose avec plus d'énergie pour l'enlever. L'oxygène n'a pas besoin de ces électrons. Sa force à attirer les électrons est moins forte que quelque chose comme la fluor. Donc ici, l'hydrogène va partager son électron avec l'électron de l'oxygène. Ces 2 électrons vont être partagés. Il y a un partage. Même chose de l'autre côté. Cet électron et cet électron vont être partagés. De cette façon, des fois, l'oxygène va avoir accès à 8 électrons. D'autres fois, l'hydrogène va avoir accès à 2 électrons.
tous les 3 atomes vont avoir accès à une couche remplie, mais pas tout le temps, mais assez pour les satisfaire. Ici, les atomes vont toujours rester neutres parce qu'ils n'ont jamais 100% accès à un électron. On va voir dans les cours de 10e et 11e beaucoup plus les composés moléculaires à un niveau plus détaillé. On va les analyser d'une façon plus détaillée, mais on va juste rester ici. Je voulais juste que vous soyez au courant de ces coins composés moléculaires. C'est un partage d'électrons et les atomes restent toujours neutres parce qu'ils n'ont pas accès à 100% à ces électrons. Donc, ça c'est en fait le même exemple que je viens de vous montrer, mais ça juste vous montre les images de votre manuel. Alors, il y a un partage entre les électrons ici et les électrons là, et on l'appelle une molécule parce que c'est un composé qui a un nombre défini d'atomes. Une molécule d'eau a toujours un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Par contre, on avait vu que le composé ionique, le sel, c'est une grande matrice de Na liée à des Cl. Right? Pas toujours, c'est pas toujours, en fait, c'est juste un rapport de 1 à 1 entre l'un et l'autre, mais c'est réellement un grand matrice dans laquelle on peut avoir des milliers d'atomes. Mais une molécule d'eau a toujours un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et un contenant d'eau va avoir une grande quantité de molécules d'eau qui ne sont pas liées un à l'autre, mais qui existent en isolation. C'est pour ça qu'on appelle des molécules, et c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler le sel une molécule. Parce que c'est pas un molécule. C'est pas comme tu as une molécule de sel qui est séparée d'une deuxième molécule de sel. Les deux molécules sont toujours les deux sont toujours ensemble dans la matrice. Puis la formule, c'est vraiment juste une représentation du rapport de du cation à l'anion. Résumé, les composés moléculaires sont presque toujours formés à partir de 2 non-métaux. Ils sont souvent des liquides ou des gaz. Ils sont parfois solubles dans l'eau. Et ils sont des mauvais conducteurs parce qu'ils ne sont pas chargés. Il n'y a aucune charge. Les atomes restent neutres. En gros, c'est très difficile de généraliser les propriétés des composés moléculaires plus que ça, parce qu'il y a une grande variété, ça dépend du molécule spécifique, mais on peut quand même dire qu'ils sont issus généralement ces règles. Donc, juste un petit rappel que le terme molécule représente la plus petite unité d'une substance pure qui est formée par la liaison covalente d'au moins 2 atomes. On peut avoir une molécule d'un composé moléculaire. On peut avoir par exemple une molécule d'eau qui a une formule de H2O. On peut avoir une molécule d'un élément, par exemple l'oxygène. 2 atomes d'oxygène sont liés ensemble. O2, c'est une molécule d'oxygène. On ne peut pas avoir une molécule d'un composé ionique, comme le chlorure de sodium, le sel, parce que le chlorure de sodium existe dans une grande matrice où tu as un grand montant d'atomes de sodium et de chlore liés ensemble avec un transfert d'électrons.